Ok, alors, merci à tous d'être là sur l'heure de déjeuner, où vous avez le droit de dormir un peu dans le fond, c'est pas grave, je vous en voudrais pas, tout va bien. Donc on va parler, alors, le titre est une idée de Willy, je tiens à dire, je balance complètement. Mais globalement, 2025 dans le monde, 2025 en France, 2025 en Europe, la science est-elle en danger? Spoiler, oui, et on va voir pourquoi en fait. Mais déjà tout de suite, oui, voilà, je vous donne pas le suspense. Alors, on va commencer par faire un bref point de situation. Comment dire? On respire un coup, ça va bien se passer. S'il y a des gens qui étaient à la conférence de Fantine hier et qui se souviennent que chez les vulgarisateurs, il y a beaucoup de gens qui ont des troubles anxieux, on va y aller palier par palier, vous avez le droit de sortir, la porte est là, si à un moment donné on fait des trucs trop anxiogènes. Premièrement, la guerre est aux portes de l'Europe, si jamais vous n'êtes pas d'accord avec ça, vous êtes l'équivalent dans les films d'horreur du mec qui est dans le salon et qui se sent pas concerné par les potes dans le vestibule qui lui disent qu'il y a un mec chelou avec des couteaux dehors, parce que, en vrai, il rentrera peut-être dans le vestibule, mais il va jamais aller jusqu'au salon. Voilà. Le Moyen-Orient est plus ou moins une bombe à retardement, ça va nous péter à la gueule dans tous les sens, mais c'est pas grave, on est un peu habitués, ça nous a jamais bien réussi, mais voilà. On a des extrêmes qui montent en France, en Europe et dans le reste du monde. Ça va être un problème plus tard quand je vais parler du phénomène de la fuite des cerveaux, parce que là on commence à se demander où fuir en fait. La confiance en la recherche, la médecine et la science a dégringolé depuis le Covid, et plus largement on a une crise de la confiance au niveau de la recherche. Ceux qui étaient hier à ma conférence sur la fraude scientifique savent qu'on est un peu responsable aussi par certains aspects, parce qu'il y a vraiment effectivement des problèmes dans la manière dont la recherche, dont le milieu académique, dont la médecine est faite, qui n'inspire pas autant confiance qu'on le devrait sur des sujets qui sont aussi sensibles, très clairement. En conséquence, et du coup vous avez pu en avoir un petit aperçu sur la conférence dont on est juste avant, l'antivaccinalisme et les pseudosciences progressent comme jamais, c'est incroyable. Alors le progrès c'est pas toujours bon pour tout, typiquement là ça nous pose un problème, hein, mais voilà. Ça va avoir des impacts en termes de santé publique, ça va avoir des impacts en termes de nos capacités à répondre à des crises, ça va avoir des impacts en termes de solidarité dans la société aussi, parce que quand on a des gens qui ne sont pas dans le même contrat social que les autres, ça va finir par poser un problème. On a des mouvements religieux qui s'en prennent à la science un petit peu partout dans le monde, ça c'est pas nouveau, mais ça revient. Alors on peut se dire effectivement que c'est quelque chose qui revient de manière cyclique. On peut aussi se dire que là on avait suffisamment d'emmerdes à gérer, on n'avait pas besoin de ça en plus, mais bon voilà, le monde est ainsi fait. Et puis pour les USA, comment expliquer le phénomène? Orange, voilà. Alors, il y a quelqu'un qui a utilisé le terme tangerine palpatine, et je crois que je vais utiliser ça parce que c'est l'expression la plus magnifique que j'ai vue pour décrire le phénomène. Il y a Adolf Hitler aussi. Voilà, mais enfin, en termes d'attaque sur les chercheurs, puisque ça va être le centre, on n'avait jamais vu ça depuis un certain temps, et on a un effet de sidération aussi dans la science qui est... Vraiment, c'est comment décrire un phénomène? On voit le truc arriver et... Voilà, c'est l'équivalent, si vous voulez, d'être sur la plage, de vous dire, elle est méga grande cette vague quand même. Ah la vache! Voilà, et de savoir que ça vous a varié sur la gueule, mais... Ouais. Bon, quoi qu'il va se passer, maintenant, on y va. Alors, regardons du comté, donc le SAM, on va commencer par lui. Qui sont les cibles? Alors, les cibles, ça a commencé par être les parcs nationaux. C'est les gars qui vous empêchent de mourir bêtement parce que vous trouvez que les lynx, ils sont quand même vachement mignons et que vous avez envie de leur faire des câlins. Ces gens-là sont des vrais gentils, tu peux pas t'en prendre à eux. C'était l'équivalent quand il y a eu les attentats en Belgique. Qui s'en prend aux Belges? Enfin, voilà, c'est non. Voilà. Donc ça a commencé par les parcs nationaux qui, à l'heure actuelle, tiennent le front de la résistance d'une manière assez incroyable. La résistance, c'est les Rangers. Voilà. Le centre des contrôles des maladies, ça va poser un immense problème. À l'heure actuelle, les fonds pour le centre de contrôle des maladies et pour le ministère de la Santé ont l'air d'être réorientés sur le fait de savoir est-ce que finalement les vaccins causent l'autisme. On en est là. L'administration atmosphérique et océanographique, alors là par exemple c'est un des cas où je vais pouvoir en parler, où il y a quand même de la belle coopération internationale. Clairement le centre a été attaqué parce que le climat, parce que c'est eux qui surveillent notamment un certain nombre de mesures météorologiques et climatiques. Leurs données sont vitales pour le GIEC, clairement, puisqu'ils ont un centre absolument colossal en termes d'ampleur des mesures.
L'administration de Papeete, la recherche de Papeete, donc à Tahiti, chez nous, a reçu des messages absolument désespérés du bureau de Hawaï qui était en train de se faire complètement démanteler. Et ils ont demandé à Papeete de transférer leurs données en urgence, c'est-à-dire que les données du bureau d'Hawaï sont à l'heure actuelle en sécurité chez nous, parce que les chercheurs de Papeete ont à peu près tout arrêté pour pouvoir faire le transfert des données du bureau d'Hawaï. Ça a des conséquences dont on va parler, qui est notamment que c'est leur administration du climat, mais c'est leur administration météo aussi. C'est-à-dire ceux qui sont en charge des alertes météorologiques. C'est pas si important dans un pays où il y a des tornades. Voilà, au hasard. Le ministère de l'Éducation, alors le gars à un moment donné rentrait en disant qu'il allait démanteler le ministère de l'Éducation, et j'avoue que même pour Trump, on ne pensait pas qu'il oserait. Même là, on a été... ok. Donc le gars a essayé d'aller contre un truc qui avait l'air à peu près acquis depuis l'époque de Charlemagne, qui était qu'il fallait l'école. Ah la vache, on n'était pas prêt. Le ministère de la Santé, il a estimé que la personne la plus fiable pour ça, c'était un type dont un quart du cerveau a été mangé par un ver et qui est convaincu que le vrai ennemi, c'est le sirop de maïs. Bon, on n'était pas prêt pour ça non plus. Et en fait, quand j'ai commencé à faire la liste, j'ai fini par arriver à globalement les cibles, c'est tout ce qu'il y a de bon et vert dans ce monde, parce que je me suis dit à ce moment-là, ça tire tellement à balles réelles surtout, que ça en devient absurde. Globalement, on a tellement de cibles qu'on ne peut plus les compter. Et quand on a parlé de l'effet de sidération, c'est un peu ça en fait. Il y a tellement d'attaques partout qu'on ne sait plus où donner de la tête. Bon, il va falloir une vraie réponse coordonnée. C'est quoi les conséquences? Parce qu'après tout, on pourrait dire qu'est-ce qu'on s'en fout? Bon. Alors, j'ai pas trouvé d'autres formulations, je m'excuse, mais invasion d'espèces invasives. Voilà, je suis désolée, j'ai regardé cette slide plusieurs fois, j'ai essayé de trouver une autre formulation, elle est nulle. Mais voilà, j'ai pas trouvé quoi. Pourquoi? Parce que quand vous supprimez les gens qui sont en charge notamment des contrôles, et notamment des contrôles de biodiversité au niveau du ministère de l'Agriculture, vous pouvez avoir n'importe quoi qui rentre. Parce que les contrôles, c'est chiant. Qui a vraiment besoin qu'on vérifie s'il n'y a pas des criquets invasifs qui rentrent sur des territoires agricoles? Voilà, donc on va avoir des vrais problèmes de biodiversité sur ça. Bon, ils auront des problèmes d'agriculture aussi. La chute des fonds pour la recherche médicale et pour la santé publique, c'est pas comme s'ils étaient en train de nous couver la grippe aviaire, quasiment. J'en parle. Donc on a de nouveau des cas de rougeole, il y a des épidémies de rougeole chez eux. On rappelle que plusieurs enfants sont morts, donc je fais généralement des vannes sur tout, mais sur les enfants morts, ça reste quand même difficile. Donc, on a la rougeole, on a la grippe aviaire, et on a à nouveau de la polio en circulation chez eux. Et là, pour moi, c'était une maladie qui avait, je ne vais pas dire qu'elle avait disparu, on savait qu'il y avait encore des foyers de polio à certains endroits, mais c'était censé être en voie d'éradication, vraiment, on n'était pas loin, on était à ça. Et non. Leur agence climatique est donc complètement aveugle et notamment sur ce qui est des alertes aux populations. Ça a été renforcé par le fait que maintenant ils ont interdit de traduire les alertes aux populations, ce qui fait que vous parlez pas anglais, vous n'êtes pas au courant qu'il y a une tornade. À ce niveau-là, c'est vraiment de la malveillance parce que je veux dire, c'est pas comme s'ils n'avaient pas pensé à le traduire, c'est vraiment ça a été traduit, ils ont annulé le fait qu'il y ait des traductions, quoi. C'est à un niveau du dessus. Pour citer un petit exemple, ceux d'entre vous qui me connaissent un peu savent que j'ai travaillé en Estonie, qui est un petit pays de 1,3 million d'habitants. Autant vous dire qu'il n'y a pas beaucoup de gens, les institutions ne sont pas très grandes, elles sont à la taille et à l'échelle du pays. Toutes les alertes qu'on a reçues, parce qu'on va parler de la Russie après, toutes les alertes qu'on a reçues étaient au moins en 3 langues, en estonien, en russe, en anglais. Toujours. Alors qu'il y a 1,3 million d'habitants, ils pourraient se dire, bon allez, il y a une langue officielle et c'est marre. Non. Et donc il y a aussi tout un tas de conséquences géopolitiques et économiques qui sont pas le sujet aujourd'hui, donc moi je vais vraiment me concentrer sur l'aspect scientifique, recherche, impact de la science et de ses dérivés, mais il y a énormément à dire là-dessus aussi. Sauf que comme c'est pas ma spécialité, je vais juste fermer ma grande bouche au lieu de dire des bêtises, donc voilà, je laisserai des gens plus compétents que moi parler de ça, voilà. Alors, bon, l'avantage, on peut se parler ainsi, c'est que ce qui arrive là est assez terrifiant, mais il y a des précédents. Et quand il y a des précédents, on peut apprendre des précédents. Et on peut trouver des solutions dans la manière dont on a réglé les solutions précédentes. Et un précédent avec lequel on peut comparer,
pas forcément en termes de degré, mais en termes de nature, c'est que les États-Unis ont déjà été un peu ravagés par une espèce de chasse aux sorcières permanente, c'était le moment du McCarthy. Pourquoi c'est intéressant? Parce que l'idée c'était la chasse aux communistes, mais communistes à l'époque c'était à peu près aussi large que woke maintenant. Vous savez pas ce qu'il y a dedans. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens, on leur disait vous êtes communiste? Non. Ah non, si. Ah merde. Ah bon? Et parfois parce que c'était des gens qui avaient le culot de vouloir un truc genre sécurité sociale, quoi. Enfin, truc de gauchiste là. Donc, il y avait une liste noire d'artistes, de journalistes, de scientifiques. Ça nous rappelle le fait que là, à l'heure actuelle, il y a des journalistes qui sont interdits de conférences de presse. Qu'il y a effectivement... Alors, ceux qui ont vu le film Oppenheimer le savent sur le fait qu'effectivement, il fait partie des gens qui ont été ciblés par le McCarthyisme. Il n'a pas été le seul, du tout, mais c'est un des exemples et c'est quelque chose qui a permis peut-être de mettre en lumière, ce que les gens ne savaient pas forcément, c'est que le McCarthyisme a aussi ciblé des scientifiques. Des gens dont, à ce moment-là, le pays avait besoin. Vous êtes le pays qui a la bombe atomique et vous avez décidé de vous attaquer à Oppenheimer. Vous avez un instinct de survie extrêmement limité. Donc, cet exemple est intéressant parce qu'il montre que pour être la cible d'une chasse aux sorcières, le fait que vous soyez nécessaire au pays ou pas ne rentre pas réellement en ligne de compte. Et ça, c'est important à comprendre parce qu'il y en a un certain nombre qui pensaient un peu le côté ils ne pourront pas nous tuer tous. Ils se pensaient intouchables, ils se pensaient en sécurité, en tout cas, oui, voilà. Bon, non. Du coup, il y avait aussi une espèce de vague de soupçons anti-science déjà à l'époque, parce que certaines idées que eux classaient de communistes étaient appuyées par des chercheurs déjà à ce moment-là. Donc, c'était pas l'idéologie qui a tort, c'est les faits qui ont tort face à nous. C'est les faits qui sont méchants. Et cet aspect-là, c'est quelque chose qu'on retrouve. Le fait que ce qui compte, encore une fois, ce ne sont pas les faits, c'est que nous, on ait raison. Et ça, ceux qui étaient à la conférence juste avant en ont déjà entendu parler. Et le macartisme se cachait derrière un patriotisme et un pragmatisme. Et en fait, c'est des choses qu'on entend aussi, là, c'est non, mais nous, on ne fait pas une chasse aux sorcières, on cherche juste à réduire la fraude, etc. Ça se cache derrière un pragmatisme, en réalité, c'est une idéologie anti-progrès. Voilà. Qui se plaise de ça. Du coup, quels sont les moyens de lutte? Parce qu'une fois qu'on a fait tout ça, le premier, c'est celui dont je vous ai parlé, par exemple, du cas de Hawaï. Quand c'est perdu sur place, il y a des choses quand même à sauver. L'avantage, c'est que la science, les chercheurs, on travaille toujours en réseau. Je le rappelle, contrairement à ce que Didier raconte, non, la science n'est pas un sport de combat, c'est un sport d'équipe. Et ça fait que, moi là je suis cerné, à toi la balle. On peut transférer les données, on peut sauver le travail des chercheurs parfois, ce qui à l'heure actuelle était le travail des Américains pour le GIEC, ce travail-là n'est pas perdu. Il a été transféré à d'autres pays et on va travailler avec, on va essayer de s'en sortir comme ça. Donc la première chose, c'est déjà on peut sauver les données. Ensuite, on peut parfois sauver les gens et la fuite des cerveaux, c'est une réalité. Alors, c'est extrêmement perturbant parce que jusqu'ici, les États-Unis n'avaient jamais été un point d'origine de fuite des cerveaux. Là, l'Europe essaye de s'organiser pour pouvoir les accueillir. Donc, alors, ça va, pour ceux qui étaient à ma conférence d'hier sur le financement de la recherche, ça va nous poser d'autres types de problèmes, parce que déjà, on n'a pas assez de place pour tous les chercheurs chez nous. Ensuite, parce que ça va dépendre des pays. Je veux dire, si vous voulez travailler en France ou au Danemark, vous devez parler français ou danois. Est-ce que les Américains parlent danois? Bon, voilà, ça va être compliqué. Donc, voilà, il va y avoir aussi parfois des adaptations qui vont devoir se faire. Mais parfois, on peut simplement accueillir les chercheurs en fuite. Et ça, c'est une vraie possibilité. On peut aussi lutter avec la partie de l'open access. L'open access, c'est quoi? Ça va être le fait que la recherche est mise à disposition de manière publique. Pourquoi ça change? Ça change parce que dans un endroit où vous êtes contraint, où vous avez énormément de problèmes avec votre administration, par exemple, vous pouvez quand même vous référer à ce que le reste de la science internationale produit, et vous pouvez continuer vous-même à produire de manière à ce qu'il y ait des accès qui soient libres. Il va y avoir différents domaines dans l'open access. Il peut y avoir déjà ce qu'on appelle l'open data. Ça va être le fait que je dépose toutes mes données et elles sont publiques. Parfois, vous en faites rien. C'est l'exemple que je donnais hier. Moi, quand j'ai publié mes articles sur les études des Corneilles,
Il y a plein de données qui, moi, ne me servaient à rien dans le papier, notamment les bulletins météo. Mais ça servira peut-être à des collègues dans 15 ans qui voudront voir si le comportement a changé avec le climat. Et donc, ils pourront comparer les bulletins météo. Donc, les bulletins météo, ils sont déposés en open data pour que les gens puissent s'en servir plus tard. L'open data, l'open access, ça va vraiment être sur les publications. Pourquoi c'est important d'avoir un vrai open access? Parce que la science, ça coûte cher à lire. Et ça, c'est stupide. À l'heure actuelle, et là je prends des exemples de mes papiers à moi, hein, qui en plus ne sont pas les trucs sur le boson de Higgs. Donc franchement, il y a un besoin très peu vital de lire mes papiers. Hein, donc voilà. Mais si vous voulez lire un de mes papiers à moi, vous pouvez louer le PDF pour $60 les 48 heures. Ça vaut pas le coup, ne le faites pas. Vraiment. Si j'avais voulu que vous puissiez le lire gratuitement et avoir accès comme ça, je devais payer l'éditeur $2500. Alors, bon, j'aurais eu du mal à expliquer à mon université ça, donc j'ai fait ce que fait tout chercheur qui se respecte. J'ai dit non, je ne vais pas payer, on le laisse derrière le paywall, ce seront les gars qui paieront, etc. Puis j'ai tout foutu sur SciUp. Voilà, comme ça les gens peuvent accéder. N'allez pas sur SciUp qui est un site illégal, n'utilisez pas Wikipédia pour savoir quels sont les sites miroirs de SciUp actuellement en fonction, n'utilisez pas Tor pour contourner les restrictions nationales sur SciUp, ça n'est pas bien. Voilà. Pour l'intégration dans VPN, donc ça peut suffire. L'idée va être aussi de maintenir ce qu'on va appeler un cordon sanitaire scientifique. Pourquoi? Parce qu'à l'heure actuelle, dans l'administration de l'agent Orange, il y en a qui se disent on va créer nos propres journaux pour publier notre propre science que les gars ils refusent ailleurs. Très bien. On va juste considérer ça comme des revues prédatrices et pas en tenir compte dans nos propres littératures. Et voilà. Vous voulez pas jouer avec les règles? On joue pas avec vous. La science, c'est un sport d'équipe, c'est un jeu collectif. Il faut jouer selon les mêmes règles que tout le monde. Quand vous décidez aux gens de jouer avec eux, vous ne changez pas les règles en cours de route. Si vous commencez le Monopoly, c'est pas forcément une bonne idée si vous tenez à garder des amis, mais c'est pas grave. Si vous commencez à jouer au Monopoly, vous ne pouvez pas utiliser les pions du risque pour envahir la rue de la paix sous prétexte que l'hôtel de votre médecin vous emmerde. C'est pas possible. Donc c'est pas comme ça qu'on joue. Il va y avoir aussi énormément l'aspect de la documentation. C'est quoi la documentation? Ça va être le fait de documenter tout ce qui se passe. Pourquoi c'est important? Parce que ce truc-là ne va pas durer éternellement. À un moment donné, il va falloir reconstruire, il va falloir savoir qu'est-ce qui a été détruit, qui a été pris pour cible, qu'est-ce qui s'est passé, et pour ça, il faut tout documenter. Blague à part comme ça, les rangers des parcs nationaux sont en train de devenir des documentalistes absolument incroyables. Les gars ont tout gardé, qui a été viré, à quel moment, de qui on a retiré les logements, ils ont tout, et ils le publient en permanence. Ce qui fait que si eux, ils tombent, bah, tout le monde peut le récupérer, parce qu'ils le publient comme ça, il y a des gens qui le publient et qui le récupèrent sur des sites miroirs, et comme ça, c'est autre. L'idée, c'est qu'il faut tout documenter, il faut pouvoir prouver à un moment donné ce qui a été fait. C'était pas forcément des choses qui étaient possibles à faire à l'époque du macartisme, parce que notamment, le réseau était beaucoup moins important, c'était beaucoup plus difficile parfois de faire sortir des données ou de la documentation, et puis le monde était quand même moins mondialisé, la recherche était quand même moins internationalisée, et on pouvait moins facilement avoir recours les uns aux autres pour se sortir d'un mauvais pas. Donc ces solutions existent à ce problème-là. Qu'en est la suivante? Ah oui, j'avais oublié celui-là. Ah oui, la vulgarisation, pardon. Du coup, j'ai raté mon effet. Bah, tant pis. Je le referai plus tard. Non, un impact important, ça va être aussi de vulgariser. Pourquoi? Parce que les gens... Alors, il parlait du bullshit, Antonin, juste avant. Parce que les gens vont avoir énormément de mal à comprendre qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce qui se passe réellement. Il va falloir vulgariser, d'autant plus que s'il n'y a plus de ministère de l'Éducation, il n'y a plus personne d'autre pour le faire. Donc, il va falloir qu'on le fasse nous-mêmes. Puis si tous les chercheurs ils sont au chômage, ils vont avoir du temps libre. Donc, occupons-nous de l'autre côté maintenant. Voilà, non, parce que, alors attendez, je ne suis pas très bien latéralisé, mais ça dépend comment on regarde. Donc on avait donc à ma gauche donc le Sam, à ma droite Mother le chat, et on n'est pas emmerdé au milieu. Bon, de l'autre côté, qui sont les cibles? Alors, l'Occident en général, donc déjà c'est pour notre pomme, hein, voilà. Mais ça va être aussi tout ce que représente l'Occident. Et certaines sciences sont représentatives de l'Occident. On va être honnête, les sciences humaines ne sont pas en odeur de sainteté. Ça va être les territoires voisins, surtout s'ils ont le malheur d'être ni dans l'UE ni dans l'OTAN.
Ce que, encore une fois, mon expérience estonienne, les Pays-Bas ont très bien compris, puisque eux, ils ont obtenu leur libération en 91, en 94, ils étaient en train de toquer à la porte de l'Allemagne, en disant laissez-nous rentrer, laissez-nous rentrer, laissez-nous rentrer. Donc, ça va être aussi, et quand je parle des sciences humaines, l'histoire, l'archéologie, la géographie historique. Pourquoi? Parce que c'est toujours à ces disciplines-là qu'on s'en prend quand on veut réécrire l'histoire, quand on veut créer un roman national, et quand on veut effacer des trucs pas cool qu'on a fait, au hasard, on va dire des voisins, au hasard les tentatives de génocide culturel, au hasard les goulags, voilà, des trucs comme ça. Donc c'est beaucoup plus facile de s'en prendre à l'histoire, de dire que l'histoire, elle est polarisée, de dire que l'histoire raconte n'importe quoi, de dire que l'histoire est idéologique. Il y a toujours un biais, effectivement, parce qu'on regarde toujours l'histoire, déjà souvent du point de vue des vainqueurs, et puis de notre point de vue à nous. Ça n'empêche pas le fait qu'il y a des éléments matériels. Quand l'archéologie, elle vous retrouve en Pologne des fosses communes où il y avait des milliers d'agents de police qui ont été clairement assassinés et exécutés, puisque quand vous avez une balle au niveau de la nuque à bout portant, on ne peut pas appeler ça vraiment autrement. C'est pas un accident et j'ai glissé sur mon Magnum, c'est pas... Mais ça existe. Peu importe la lecture idéologique qu'on en fait, ce sont des faits, ça existe, ces charniers existent. Et du coup, il faut s'attaquer à l'archéologie pour dire qu'en fait, non, ça n'a pas existé. C'est le seul moyen, parce que sinon, les faits matériels sont là. Une autre cible, ça va être du coup la presse et la littérature critique. Les gars sont quand même en train d'essayer d'enterrer, alors pas d'enterrer physiquement, parce que voilà, mais d'enterrer Solzhenitsyn, alors que niveau auteur russe d'ampleur, voilà, ça pourrait être une fierté nationale, mais non, parce que le mec ose dire qu'il y avait des goulags. Oui, alors nous en vrai on a envie de leur dire, on est au courant à ce stade-là, vous emmerdez pas non plus, c'est plus la peine, voilà. Mais l'idée ça va être de détruire la presse, de détruire la littérature qui parle de ça, de détruire tout ce qui va à l'encontre, encore une fois, d'un roman national. Parce que c'est vrai que l'archipel du Goulag, par rapport à la Russie immortelle, ça ne se passe pas trop bien. Les conséquences, ça va être le négationnisme et la falsification historique. À aucun moment dans l'histoire d'aucune civilisation, ça s'est bien passé. Jamais. C'est un nid à emmerde. Et un nid à emmerder ses voisins, généralement. Ça va être du coup le fait d'avoir un roman national et identitaire. Le premier problème de ça, parce qu'à la limite je pourrais dire, oui, bon, on a fait des romans nationaux, Napoléon, etc., etc. Oui, mais nous on a arrêté de vouloir envahir nos voisins, donc à la limite, s'il y a des gars qui se racontent un peu ça, c'est moins grave. Là, le vrai problème, ça va être de dire, par exemple, non, en fait, toute cette zone-là, à peu près l'équivalent de l'ancienne zone de l'URSS, en fait, c'est russe et c'est de culture russe. Qu'est-ce qu'on fait de la culture des autres, là? On va faire en sorte qu'elle n'existe plus, puisque de toute façon, tout le monde y doit être russe. Les Estoniens pourront parler très très longuement, alors parce qu'en plus eux ils sont 1 million de locuteurs, donc eux le risque de génocide linguistique il peut aller très vite, donc eux ils en sont très très conscients, mais parleront très longuement du génocide, de la tentative de génocide culturel qu'ils ont subi. La chance entre guillemets qu'ils ont eue, c'était que c'était à l'époque une nation qui écrivait très peu, donc il y avait peu de choses qu'on pouvait détruire si on ne détruisait pas les gens. Aujourd'hui qu'ils les ont écrites, par exemple, l'Estonie est le pays qui a le plus grand répertoire de chansons folkloriques et traditionnelles au monde. Et chez eux, c'est tellement important que, ils ont des concours de chant et des festivals de chant, c'est très chouette. Allez à cette époque-là, c'est là ça tombe. Et deux, ça leur a donné une idée. Ça leur a donné un truc qu'ils ont appelé la révolution chantante. C'est-à-dire que les gars, ils ont inventé, dans les années 80, le principe du happening. C'est-à-dire qu'ils se réunissaient à des endroits par surprise, généralement devant des institutions soviétiques, ils chantaient des chants traditionnels qui étaient interdits, et puis ils se dispersaient. Et ils faisaient ça pendant des années. Donc il y avait cette idée que la culture est une résistance chez eux. C'est un moyen de dire, on est toujours là, vous ne pouvez pas nous tuer tous, on aurait pu, mais bon voilà, c'était compliqué. Et on ne va jamais lâcher le morceau. Donc cette idée qu'il faut vraiment, quand on a un roman national comme ça, détruire l'aspect culturel, il est majeur. C'est pas juste détruire les gens, c'est vraiment détruire leur culture. Et ça, ce risque, il est énorme. Et le fait que, du coup, on a une science muselée, en particulier dans les sciences humaines et sociales, et encore une fois, ça ne se passe jamais bien, parce que la science, elle ne dit pas souvent ce qu'on voudrait entendre. Au bout d'un moment, elle est quand même censée dire ce qui est. Si ce qui est ne va pas avec ce que vous voulez entendre, on a toujours un problème quelque part. Du coup, quels sont les précédents? Alors, j'aimerais vous parler d'un épisode que je trouvais absolument incroyable.
l'époque de la science soviétique. C'est-à-dire qu'il y avait une science, mais soviétique. Et ça, c'était un truc très intéressant. Déjà parce que il était interdit de faire de la génétique parce que c'était anticommuniste. Pourquoi? Parce que dans le communisme, l'homme se fabrique par le travail et par ses actions dans la société. L'idée que vous pouvez naître plus intelligent que votre voisin était inacceptable. Ou plus fort à la course, ou meilleur à apporter des briques, j'en sais rien. Enfin, voilà, quoi. C'est tout un tas de trucs que n'importe qui regarde au hasard n'importe quel des mecs du premier rang et moi se dit bah oui, mais enfin, s'il faut choisir de porter des briques, on va peut-être pas prendre la crevette en rouge, quoi. Enfin, c'est... voilà. Il y avait une cybernétique qui était bourgeoise. Alors, j'ai vraiment l'impression que c'est un peu la même chose qu'avec communiste de l'autre côté. J'ai essayé de comprendre c'était quoi bourgeois chez eux, j'ai jamais pigé le truc. Mais en l'occurrence, du coup, la cybernétique c'était interdit aussi, et du coup, ça ne devait pas exister parce que c'était bourgeois. J'ai essayé, j'avoue, si quelqu'un a les billes là, voilà. Il y avait le fait que l'histoire était mensongère. Alors ça, c'était important. Donc il fallait refaire l'histoire parce que l'histoire telle qu'elle était racontée, c'était des mensonges. Alors, pour vous donner une idée de l'ampleur du mensonge, la guerre d'hiver, ça vous parle ? La guerre d'hiver, c'est le moment où les Russes, ils ont fait chez d'autres la connerie que tout le monde a fait chez eux, c'est-à-dire essayer de les envahir en hiver. Et du coup, ils ont essayé en se disant, voilà, nous l'hiver, rien à faire. Et du coup, ils ont essayé d'envahir les Finlandais en hiver. Ça s'est pas bien passé. Les gars se battaient à 10 contre 1 avec 5 fois plus de chars et des avions, alors que les gars, en fait, en face, n'en avaient pas. Au final, il y a eu plus d'1 demi-million de victimes côté soviétique contre 100 000, je crois, côté finlandais. Ce qui est assez impressionnant en termes d'écart, parce que les mecs se battaient sur leur terrain et ils se battaient en hiver. Donc il y a eu cet aspect-là également. Mais la science officielle, l'histoire officielle, pardon, disait qu'en Russie, c'était le nombre de victimes qu'il y a eu, il y en a eu 500. Pas 500 000, hein, 500. Ils en ont perdu 500. Et donc, pour que l'histoire coïncide avec les faits, ils ont rapatrié 500 corps. Et les autres, ils les ont laissés. Parce qu'ils n'étaient pas morts, puisqu'il n'y a eu que 500 victimes. Et donc j'ai des collègues finlandais qui m'expliquaient qu'avant le début de la guerre en Ukraine, au moment où les relations étaient encore à peu près normales, il y avait encore des associations binationales, russo-finlandaises, qui continuaient à faire des travaux d'identification des corps et de rapatriement des corps aux familles. La guerre d'hiver, c'est au niveau de la Seconde Guerre mondiale. Ils étaient toujours en train d'essayer de rapatrier les corps des soldats russes de la guerre d'hiver. Parce qu'on n'en a perdu que 500, donc on n'en a rapatrié que 500. Oui, mais moi, mon mari, il est mort quand même. Non, ce sont doute qu'il a fui. En Finlande, alors qu'il ne parle pas la langue, au milieu de l'hiver, dans la forêt, oui. Et tout son bataillon aussi, ils ont tous fui ensemble. C'était très commun. Alors, la linguistique était communautariste, parce que, même communautariste était déjà un truc à l'époque. Hein. Pourquoi ? Parce que les linguistes, alors comment je vais expliquer ça sans que ça a l'air plus débile que c'est. La linguistique étudie des groupes linguistiques, des groupes de langues, et les groupes de langues forment du coup des groupes qui sont du coup séparés les uns des autres parce que c'est des groupes. Et l'idée c'était que en fait non, tout le monde pouvait parler russe à partir du moment où on voulait que les gens parlent russe. Et l'idée de groupe linguistique, c'était un truc communautariste, mais c'était pas un vrai truc. On ne pouvait pas vraiment hériter d'une langue. Enfin, voilà, l'idée c'était qu'il ne fallait pas qu'il y ait des petits groupes dans le grand groupe. Donc, même chose pour les patois, même chose pour les langues traditionnelles. À l'heure actuelle, et c'est un grand drame chez les linguistes, la Russie est le territoire de plusieurs centaines de langues rares qui sont en train de s'éteindre dans l'indifférence générale et qu'on n'a pas pu très mal recenser parce que les travaux là-bas sont très compliqués. Et donc on a très peu de traces de ces langues qui sont en train de s'éteindre. Je connaissais de contact un peu lointain en France une immigrée russe qui était d'origine tcherkesse, qui parlait la langue kabarde. Il n'y avait que elle et sa mère en France qui parlaient cette langue. Sa mère est morte d'un cancer. Elle est la dernière locutrice en Europe de l'Ouest connue de sa langue. On n'a pas trouvé d'autres locuteurs en Belgique, on n'a pas trouvé d'autres locuteurs en zone francophone. Donc tous les autres sont toujours en Russie, mais il est probable que la langue soit en train de s'éteindre. Et elle, typiquement, à l'heure actuelle, elle n'a plus personne avec qui parler sa langue.
Ah oui, alors la sociologie, ça devait être la sociologie marxiste ou rien, sinon ça n'existait pas. Bon, alors, j'ai rien contre les bouquins de Marx, c'est intéressant à lire, mais voilà, mais ça me paraît un peu limitant quoi, pour toute une discipline, faire évoluer, enfin, bon, bref. Et puis, la psychologie de l'enfant était un truc pervers. Et c'est marrant parce que ça aussi, c'est un truc qui revient. Voilà. Pourquoi ? Parce qu'on parlait du développement de l'enfant et notamment du développement de certaines capacités qui étaient innées, qu'il fallait cadrer, ou au contraire qu'il fallait encourager, et des trucs qui étaient innés, qui allaient se développer tout seuls. Et ça, en fait, c'était encourager les enfants vers des chemins pervers, notamment le fait que les enfants, ils n'aiment pas forcément prêter leurs jouets quand ils ont 2 ans. Voilà, des trucs comme ça. Mais c'était anticommuniste de ne pas prêter ses jouets. S'ils avaient des jouets. Et puis, dans ces précédents, on avait aussi la statistique. Alors, la statistique, c'était une fausse théorie anti-plan. Parce que quand on avait le plan, eh ben, il n'était pas possible d'admettre que statistiquement, des fois, ça n'allait pas marcher. Parce que la marge d'erreur, parce que voilà. Donc la statistique, c'était une fausse science parce qu'elle allait contre le plan. Voilà, on a eu un peu de mal avec ça aussi. Bon. C'était quoi les moyens de lutte là-dedans et qu'est-ce qu'on peut apprendre aujourd'hui ? En vrai, ils n'en ont pas beaucoup trouvé à l'époque et on n'est pas forcément très très aidé. La stratégie du dos rond et d'attendre que ça passe était quand même ce qui a été majoritairement fait. Il peut y avoir une forme de résistance passive, c'est-à-dire le fait de ne pas faire le boulot qu'on vous a demandé parce que c'est complètement débile et d'essayer d'avancer autre chose. Il peut y avoir le fait de simplement faire son travail puis de le faire fuiter à l'extérieur et de ne jamais en faire étalage, de ne jamais aller frontalement au combat. Il peut y avoir aussi le sabotage intérieur. Ça marche toujours. C'est une fois que vous êtes dans la machine, c'est quand même comme ça que vous pouvez mieux me faire sauter un rouage. Hein. C'est une fois que vous êtes dedans. Il y avait la fuite des cerveaux, c'est la fuite politique générale. Ça, c'est... Alors, on a un gros problème avec ça. C'est qu'à l'heure actuelle, une partie des cerveaux qui se sont enfuis de Russie au moment de la guerre parce qu'ils étaient opposants à ça, et qui le disaient un peu trop fort, ils ont fui aux États-Unis. Voilà. On a, par exemple, dans ma discipline, un ponte de ma discipline pour lequel on est très inquiet, parce que c'est un vieux monsieur qu'on a réussi à exfiltrer de Russie et qui était, pour l'instant, en sécurité à l'université de Berkeley. On n'a aucune idée de ce qui peut lui arriver. Et si jamais il est arrêté pour X ou Y raison, il sera renvoyé en Russie directement. Il n'aura pas le droit de choisir un autre pays de terre d'accueil. On n'a aucune idée de ce qui pourra lui revenir à ce moment-là. Donc voilà, on est plutôt inquiet pour ceux qui effectivement ont fait la mauvaise pioche là-dessus. Et puis à un moment donné, il faut admettre que qu'est-ce qui fait que ça ne va pas durer très longtemps ? C'est le rappel de la réalité, du vrai monde, de la réalité véritable, qui est lourd et le parpaing de la réalité sur la tartelette aux fraises de nos illusions. Parce qu'à un moment donné, ça ne va pas marcher. À un moment donné, quand on va en permanence à l'encontre de la réalité avec quelque chose, à un moment donné, ça ne va pas marcher. Si jamais, pour un exemple au niveau du climat, vous avez décidé que non, le climat ne change pas, et que non, il n'y a pas plus de tornades qu'avant, n'empêche qu'à un moment donné, la tornade elle va venir, elle va venir sur votre maison. Sachant que le fait que vous ayez décidé que ça n'existait pas ne change rien au fait que ça va arriver. Mais ça met un peu de temps à arriver, et le problème c'est qu'entre-temps, on n'a pas réglé tous les problèmes sur lesquels on aurait pu travailler pour faire en sorte que ça n'arrive pas. Bon, c'est un peu dommage. Bon, qu'est-ce qui se passe chez les voisins du Sud, dans le Sud global ? Est-ce que ça va pas un peu mieux ? Non. Alors, en Inde, on a retiré la théorie de l'évolution des manuels scolaires. Si vous voulez apprendre la biologie, ce qui va être un peu important quand même dans un pays qui fait face à de l'antibiorésistance parce que les bactéries, elles évoluent. Si vous voulez apprendre la théorie de l'évolution, il faut attendre l'équivalent de votre 3e année de licence, de bio. Voilà. Parce que c'est, pour une raison qui m'échappe, pas bien compatible avec l'hindouisme. Alors, je ne connais pas assez l'hindouisme pour savoir qu'est-ce qui coince dedans. Je suppose que c'est parce que, comme à peu près tout, il doit y avoir un moment de la création de l'homme à partir de là et que du coup, le reste, ça ne marche pas. Mais voilà, on a un problème là-dessus. Alors, en Chine, ils ont fait un truc assez incroyable. La Chine, c'est quand même un pays qui a une histoire folle. L'histoire de l'empire chinois, c'est un truc qui s'étale. C'est un empire qui s'étale sur des siècles et des siècles et des siècles. En termes de richesse historique, c'est incroyable. Eh bien,
quand j'étais en Estonie, j'avais un collègue chinois qui m'a dit tu veux regarder un drama, les dramas chinois. Alors, ça se passe dans la cité impériale. C'est très drôle parce que l'empereur il est quand même en train d'essayer de gérer la Chine où il y a des inondations, des famines, des trucs comme ça. Pendant ce temps-là, il y a toutes ces concubines qui sont en train de s'entretuer derrière, il n'a jamais la faille 10 minutes, quoi. C'est incroyable. Et ben, ce drama qui est très populaire, super bien traduit, il est très mal vu en Chine parce que il parle de l'Empire. Et l'Empire, c'est pas très bien compatible avec le communisme. Donc, au lieu de se dire, oh, on a une riche histoire, on va pouvoir en faire du soft power, etc. Non, ils sont tendance là-dessus parce qu'en fait, non, l'Empire, ça va pas avec le parti. Bon. Et donc l'histoire ancienne c'est non, et l'histoire récente c'est non aussi. Tiananmen, quoi ça? Wow. Alors, un peu partout en Afrique, on a des gros problèmes au niveau de la résistance vaccinale qui remonte. Ça vient aussi avec parfois la présence de Wagner qui induit certaines choses, mais pas que. On a une montée de la défiance vaccinale en règle générale, et aussi de l'épidémiologie parce qu'il y a des croyances qui sont entretenues sur le fait, par exemple, que lorsque vous avez quelqu'un qui est malade d'Ebola, il faut l'enterrer d'une manière très particulière parce qu'Ebola se transmet par les fluides. Donc, il faut faire attention en touchant le corps, surtout au moment de... Sauf que vous avez beaucoup de cultures qui ont absolument besoin de faire la toilette mortuaire au niveau spirituel. Et donc, il y a l'idée que, en fait, les cas de l'épidémie, ils viennent voler les cadavres de vos ancêtres. Donc, régulièrement, on a des équipes de la lutte contre Ebola qui se font attaquer dans des guet-apens. C'est un problème quand vous avez sur votre territoire un truc genre Ebola. Ebola, on rappelle, même avec les soins, entre 30 et 50% de mortalité, de létalité, pardon, c'est une fois que vous l'avez, combien de chances vous avez de mourir, selon la souche. C'est pas fun. Enfin voilà, moi perso je ne le tenterai pas, mais... Et puis alors je l'ai posé là parce que au niveau, il fallait pas oublier l'Amérique du Sud. En Argentine, la science en général, c'est cette saloperie de pompe Afrique. Alors, si vous voulez savoir d'où vient l'idée de la tronçonneuse de Musk, c'est en fait le président argentin qui s'en est servi la première fois, en disant qu'il allait tronçonner les budgets. Alors, il a tronçonné. Il n'y a jamais eu autant d'Argentins sous le seuil de pauvreté, depuis qu'on mesure les trucs du seuil de pauvreté, en fait. Donc, c'est un peu chaud. Et, ouais, les budgets de la science, là-bas, ça a disparu, les trucs sur le climat, un peu aussi. Enfin, ouais, voilà, bis repetita, quoi. Quelles sont les conséquences? Déjà qu'on a un entrisme religieux en santé publique, en recherche et en sciences appliquées. Ça aussi, ça s'est déjà passé avant. Ça aussi, ça n'était pas bien passé avant. Parce que, de la même manière que la réalité finit toujours par vous rattraper, je ne sais pas quel est le Dieu que vous priez, vous, personnellement, je ne veux pas le savoir. En revanche, je confirme, si vous avez une pneumonie, prenez les antibiotiques plus tôt. Voilà. Je vous assure, faites-le. De la censure, de l'autocensure, pour éviter de se prendre des trucs dans la tronche, de la dissimulation et de la falsification de données. On ne parlera jamais assez du fait que ce qui s'est passé en Chine est une chose, ce qu'on a essayé d'en savoir était un problème, et que quand vous avez un problème chez vous, n'empêchez pas les collègues de l'OMS d'essayer de comprendre ce qui s'est passé. C'est pas juste pour vous pointer du doigt et dire que vous êtes méchant, c'est juste parce qu'on a vraiment besoin de comprendre, parce que ça va se produire de nouveau à un moment donné, et on aimerait avoir de meilleures billes que la dernière fois. Donc, non, on ne peut pas juste mettre des trucs sous le tapis en disant le marché de Oura, non, ça va pas exister. Non, les espèces sauvages, non, on avait interdit, donc il n'y en avait pas. Et puis c'est un frein à la coopération internationale et à l'open science, open data, open access, qui est un des principaux modes de défense qu'on a de la science. L'open science, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, c'était un problème de notre part, à nous, des Occidentaux, envers notamment les populations en Afrique. Pourquoi? Parce que vous vous souvenez quand je vous ai parlé des paywalls, là, des trucs qu'il faut de 60 $ pour louer le PDF. Vous avez une idée de ce que ça vaut 60 $ dans la monnaie de certains pays? Maintenant, imaginez que les papiers qui sont derrière des paywalls, c'est les papiers de recherche sur Ebola. Et imaginez que vous avez besoin, là, tout de suite, de ces papiers parce que vous avez une épidémie d'Ebola sur les bras. Et imaginez que la réponse, elle est derrière un paywall et que vous n'y avez pas accès. Et vous avez des patients qui sont en train de mourir à côté. Alors, il existe une solution quand même, ce qui est généralement de regarder l'auteur, ça vous y avez toujours accès, de lui envoyer un mail en disant « Chers collègues, c'est grave la merde, est-ce que vous pouvez nous envoyer le résultat ?» Et la réponse généralement, c'est « Oui, tiens. » Parce que nous, on s'en fout, on n'est pas payé. Je rappelle, les articles sont payants, on ne paye jamais les auteurs. Jamais.
Donc si jamais vous voulez acheter un de mes articles, ne le faites pas parce que ça ne me rapporte rien. Et en vrai, faites-moi un mail, je vous l'enverrai quoi. Enfin, vraiment. Bah, non mais oui, vraiment. Enfin, c'est... Et puis encore une fois, la fuite des cerveaux, ça va être une thématique. Hein, voilà, il y a une petite ritournelle là-dessus. Voilà, on va avoir une... Alors cette fuite des cerveaux, elle existait déjà au niveau de certains pays, où en Afrique, on voyait déjà beaucoup de chercheurs venir travailler ailleurs. Là, c'est vraiment en train de s'intensifier un petit peu partout. Ce qui va nous poser un problème, mais on va en parler après. Alors, les précédents qu'il y a eu, c'est le fait que les théocraties, notamment ce qui prend le pas sur... bon, ça date pas d'hier. On en a eu un certain nombre, et en vrai... Bon, c'était principalement les religions monothéistes, mais pas que. Donc le fait que ce soit l'hindouisme maintenant n'est pas forcément une très grande nouveauté. C'était principalement contre les sciences du vivant, mais pas que. Bon, là, le fait que ce soit contre les sciences humaines, du coup, n'est pas une grande nouveauté non plus. C'était principalement par la violence, mais pas que. Des fois, suffisamment de menaces et d'autocensure, ça pouvait suffire. Hein. Ça a été un peu partout dans le monde, ça pour le coup, on a été bien servi. Voilà, donc personne n'a pointé du doigt. Et ça a été un peu toujours les mêmes victimes. C'est-à-dire que si vous avez le malheur de réfléchir trop fort pour que le voisin vous entende, à un moment donné, ça va vous tomber sur le coin de la tronche. Qu'est-ce qu'on avait comme moyen de lutte? Eh bien, comme je disais, à un moment donné, la réalité rattrape l'idéologie. Donc c'est continuer à travailler, continuer à faire du progrès, et puis au bout d'un moment, les choses finissent par rattraper. Ce qui fait que les gens ont arrêté de juste prier dans leur coin et ils sont pris des antibiotiques, parce qu'en fait, pour de vrai, vous mourrez moins comme ça. Et au bout d'un moment, quand ça marche dans la vraie vie du monde réel véritable, on finit par se dire, bon, on va prendre ça. Il y a toujours la blague d'ailleurs qui dit, oui, mais Dieu va venir me sauver. Oui, mais quand même, monsieur, vous pouvez prendre les antibiotiques. Non, Dieu va venir me sauver. Non, mais quand même, monsieur, les antibiotiques. Et puis le gars meurt, arrive au ciel. Il dit, mais Dieu, je comptais sur toi. Mais qu'est-ce que tu crois que j'ai fait? Je t'ai envoyé 3 fois le médecin. Encore une fois, parfois, on ne peut pas forcément toujours fuir. Parfois, on ne veut pas fuir parce que on n'a juste pas envie de laisser notre pays, notre culture tomber dans ça. Donc, ça peut être aussi, encore une fois, le dos rond, la résistance passive, le sabotage intérieur, rester sur place et faire ce qu'on peut, essayer de pas trop se mettre en danger, essayer de protéger les collègues quand on a un peu de pouvoir. Bon, voilà, c'est jamais des solutions miracles, mais ça fonctionne. Et encore une fois, la fuite des cerveaux. Parce qu'à l'époque, c'est déjà ce qui s'était fait, hein, c'était que on voyait en Europe, même à l'époque, selon où les théocraties étaient les plus fortes, on voyait les chercheurs bouger dans l'Europe parce que à ce moment-là, l'Italie, franchement, c'est chaud, mais si on va au Danemark, ça va mieux. Donc, c'est pas nouveau le fait de s'enfuir pour pouvoir penser un peu fort. Bon, et du coup, ça va poser un problème parce que pour l'instant, tout le monde est en train de fuir un peu dans la même direction. Qu'est-ce qui se passe chez nous? Alors, si je vous dis que ça va pas trop fort, vous surprend ou ça va, vous êtes prêts? On a accroché? Allez, on s'accroche. Alors, déjà, les premières cibles. Donc, on a les SHS qui sont trop woke pour être honnête. Peu importe encore une fois ce que woke veut dire, j'ai toujours pas compris. Voilà, je sais pas ce qu'il y a dedans. J'ai arrêté de me poser la question. C'est comme communiste à l'autre genre, enfin bref. Chez nous, on a eu beaucoup la vaccination. On est le pays de Pasteur et on est un des pays les plus anti-vax d'Europe. Là, clairement, niveau communication scientifique, on a merdé des trucs. Enfin, c'est pas possible. La chimiothérapie, parce que la chimiothérapie, c'est vraiment contre-intuitif et c'est vraiment un truc difficile. C'est que vous pointez chez votre médecin, vous allez bien, enfin, vous vous sentez bien. Il vous dit, à l'intérieur, il y a une bouboule qui est en train d'essayer de vous tuer. Alors vous, déjà, vous ne l'avez pas vu. Hein, c'est vraiment parce que lui, il a passé un IRM qui vous dit, là, il y a une bouboule. En vrai, vous regardez l'IRM, vous voyez gris, blanc, petit point, rien du tout. Hein, donc voilà, en plus, vous devez lui faire confiance. Et puis derrière, on va vous donner des médocs. Et là, eux, ils vous rendent très malade. Vous perdez vos cheveux, vous êtes fatigué, vous vomissez toutes les demi-heures, enfin voilà. Et on vous dit, non, mais il faut ça pour vous soigner. Du truc où j'avais pas mal et où j'allais bien. C'est vraiment très contre-intuitif. Donc ça fait partie des thérapies qui sont les plus facilement ciblées par les pseudomédecines. Allez voir, si vous n'êtes pas allé les voir, les gars du cercle du bien-être rationnel qui sont très axés sur ces parties-là et eux ont aussi le côté intervenir en même temps que la médecine, parce que là aussi il y a un entrisme des pseudomédecines lorsqu'on fait du en même temps, parce que le bien-être c'est important quand on traverse des trucs comme ça. C'est important d'aller vous faire masser quand vous avez mal parce que vous avez des crampes tout le temps. C'est important d'aller chez votre esthéticienne pour qu'elle vous redessine les sourcils quand vous en avez plus. Ça va vraiment vous faire du bien. C'est important de voir une coiffeuse qui va tailler une vraie perruque à votre tête. C'est important pour que vous alliez mieux dans ces trucs-là. Il n'y a pas besoin d'être grand-mère, d'être reiki, sophrologue, je sais pas quoi pour ça.
Eh bien, en réalité, la médecine, un petit peu en général. Aujourd'hui, on dit oui, mais ça, c'est la médecine conventionnelle. Oui, c'est la médecine qui marche. Voilà. Oui, mais et les thérapies alternatives. Alors oui, une thérapie alternative qui marche, on appelle ça la médecine. Parce que quand il y a des trucs alternatifs et que finalement ça marche, ben, on intègre dedans. Parce qu'on n'est pas con, c'est quand même, il faut essayer que les patients survivent, donc voilà. La pharmacologie à la solde de Big Pharma. Alors hier, avec des gens qui étaient au bar, on s'est amusé à compter en termes de coûts que ça rapporte à Big Pharma, la différence entre qu'est-ce que ça lui rapporte de vacciner 20 personnes contre la rougeole ou d'avoir une seule de ces 20 personnes hospitalisées pour une complication de rougeole. Si vous voulez rapporter du fric à Big Pharma, soyez hospitalisés. Hein. Vraiment, ça... En plus, si vous êtes un enfant. Bon, il n'y en a pas beaucoup là. Mais j'étais avec eux ce matin. La climatologie, l'écologie, les sciences de la biodiversité, le totalitarisme vert, parce qu'on va être honnête, ben on nous dit qu'il va falloir qu'on change les habitudes et qu'on fasse... Et en fait, ça nous emmerde. Enfin, moi, j'ai pas envie de me poser la question de si vraiment, au lieu d'aller à mon congrès en avion, je peux pas y aller pendant 5 jours en train. J'ai pas envie. Mais bon, c'est compliqué. Alors oui, précision importante, quand on parle d'écologie, là on parle de la science écologue, des écologues, pas des écologistes, des partis, ça c'est encore autre chose, c'est un autre domaine. Mais non, la climato, l'écologie des écologues, qui parfois sont pas d'accord avec les écologistes d'ailleurs, parce qu'il fallait bien compliquer un petit peu la chose, et les sciences de la biodiversité, parce que moi j'ai travaillé en sciences de la biodiversité, et je vous jure, quand on dit aux gens non, il faut arrêter en fait d'empoisonner les rats en ville, même si vous les aimez pas, même si vous les trouvez pas beaux et même s'ils mangent vos poubelles. Je suis navrée. Déjà, parce que vous en avez besoin, parce que sinon vos égouts vont arrêter de fonctionner au bout d'un moment et vous n'avez pas envie de passer beaucoup de temps à filtrer votre urine. Non, vous n'avez pas envie. Et ensuite, parce que en fait, quand vous empoisonnez les rats, vous ne les empoisonnez pas beaucoup, parce qu'ils apprennent très vite. En revanche, un truc que vous empoisonnez beaucoup, c'est les chouettes. Et ça, c'est relou. Donc, quelles sont les conséquences de tout ça? Déjà que celui qui oublie l'histoire est condamné à la répéter. Donc, à un moment donné, bon, nous, dans notre histoire, on a des trucs franchement pas jojo. Ce serait bien qu'on n'y revienne pas. Et avant ça, on a réussi à avoir quand même, depuis la fin de la dernière période vraiment pas jojo, on a réussi à avoir la plus longue paix en Europe de l'Ouest depuis la Pax Romana. Franchement, c'était pas mal. Venez, on reste dans ça. Voilà. La santé publique, c'est un risque, oui, parce qu'il ne faut pas oublier que le principe de la santé publique, c'est la santé du public. Et on est tous un public, et à moins que vous viviez dans une grotte sans jamais voir personne, ce qui n'est pas vrai parce que vous êtes là, on est tous liés dans ça. S'il y a une épidémie, on est tous concernés. S'il y a des problèmes de santé qui se répandent dans la population, même s'ils ne sont pas transmissibles, on est tous concernés. Imaginez par exemple qu'il y a un truc qui n'aille pas, donc quoi que ce soit de tout ça qui est pris en charge avant, et qu'on ait une vraie, pour de vrai, épidémie de cancer. Je sais, parce qu'il y en a d'autres, mais une vraie de vraie. Vous vous rendez compte du nombre d'augmentation d'arrêts maladie, de gens qui ne peuvent pas travailler, de gens qui doivent s'arrêter pour prendre soin de leur famille qui ne peut pas travailler, du nombre d'enfants qu'on va avoir à charge supplémentaire parce que tous les parents ne vont pas survivre, etc., etc., etc. C'est un vrai impact pour l'ensemble de la société si on a ces trucs-là, même si ce n'est pas une maladie transmissible. La santé publique, ça concerne absolument tout le monde. Le sous-financement et le sous-recrutement, il n'y a toujours pas de boulot, donnez-moi un boulot s'il vous plaît, de la recherche et de l'université, parce que quand on ne voit pas l'utilité d'un truc, on ne le finance pas. Le problème, c'est que la recherche et l'université, c'est des trucs, l'utilité, on la voit, en situation de crise, mais ce serait bien de ne pas financer que les situations de crise, parce que ça va fatiguer tout le monde en fait, et 2, on la voit 20 ans plus tard. En vrai, il y a des choses qu'on aurait financées, on n'aurait pas eu autant de bordel avec l'épidémie du Covid, parce qu'on aurait été beaucoup mieux préparé sur d'autres choses. Alors, il aurait fallu quand même le temps de concevoir une vaccination. Voilà, ça prend du temps, il y a des choses qui sont incompressibles. Mais il y avait un certain nombre de choses qui auraient déjà pu être faites. Et il faut bien se rendre compte que si on doit financer tout le temps de la crise, c'est parce que notre recherche fondamentale, elle n'avance pas. Et que du coup, on va la seconde année à répéter encore une fois les mêmes... Ça marche ensemble en fait avec ça. Voilà. On va en fait répéter les mêmes bêtises. Et on va à nouveau être dans la merde. D'ailleurs, je vous l'annonce, on va à nouveau être dans la merde au niveau pandémie parce qu'on n'est pas prêt du tout. Mais alors pas du tout. Et statistiquement, en termes de zoonose, il y en a une qui va nous tomber dessus. Voilà. Alors, on a des paris différents avec les collègues. Il y en a certains qui parient sur la grippe aviaire parce que là, avec les USA, elle a l'air bien partie. Et avec le rigolo qu'ils ont au ministère de la Santé, il y a moyen que ça parte tout seul.
Il y en a d'autres qui disent en vrai, les 2 fois d'avant, ça a été des coronavirus, il y a toujours le même problème au niveau de la faune sauvage et de la déforestation, ça va re-être un coronavirus. Il y en a qui parient sur le fait que Ebola arrive à s'échapper d'Afrique. Alors, moi, sur le long run, sur le coup, sur le court terme, je parie sur la grippe aviaire aussi, mais sur le long run, moi, je parie avec pas assez de vaccination, donc épidémie sur épidémie de rougeole, et à un moment donné, du coup, elle mute assez pour faire un échappement vaccinal, et on se reprend une rougeole contre laquelle on n'est pas prêt. La rougeole, c'est un malade contamine 20 à 30 personnes. Voilà. Non, mais voilà, je n'étais pas là pour vous rassurer, en fait. Pardon, j'ai oublié de préciser les choses, excusez-moi. Et puis, de fait aussi qu'on a des politiques environnementales inadaptées et nocives à terme. Alors, peut-être vous avez vu passer 2 décisions de justice qui sont tombées il n'y a pas très longtemps, qui concernent des éoliennes. Parce que quand vous implantez des éoliennes n'importe comment, n'importe où, sans réfléchir, et bien en fait, vous allez vous mettre à tuer des espèces protégées. Des espèces dont on a besoin en plus. Alors, il y a les oiseaux, parce qu'on s'imagine très bien, on voit très bien des oiseaux qu'on n'est pas, mais en réalité, les plus grandes victimes, c'est les chauves-souris. Parce que les chauves-souris, elles ont une écolocation, donc elles savent éviter les palpes, sauf que ça tourne et ça brasse tellement d'air, tellement fort, qu'en fait, elles meurent par barotraumatisme. C'est le changement de pression qui les tue, et on les retrouve au pied des éoliennes absolument intactes. Elles ont juste implosé d'un palais. Et toutes les espèces de chauves-souris en France et en Europe sont au moins protégées, si ce n'est menacées. Donc c'est un vrai problème, parce que ça nous tue des colonies entières. Donc bah ouais, des fois c'est pas très adapté. Alors c'est bien, mais il faut faire des choses adaptées. Bon, précédent. Alors précédent, on a tout lu. On a tout fait. Niveau conneries, on a tout fait. On a une histoire très riche, y compris en absurdité, chez nous, chez nos voisins. Enfin, voilà, on a un peu tout fait. Le négationnisme en sciences, l'antivaccinalisme, on a tout fait. Voilà. Il faut se rendre compte que l'Europe, nous, nos voisins proches, etc., on est un grand patchwork, y compris un grand patchwork de déglingos. Voilà. Bon, c'est aussi que c'est rigolo, parce que du coup, on se surveille un petit peu les uns les autres, donc du coup, ça a parfois servi de garde-fou, mais ça suffit pas toujours. L'histoire des sciences est aussi remplie de conflits, et parfois de conflits assez violents. Les conflits entre Pasteur et Deschamps, c'était pas des petites lettres bien polies, hein, c'était l'équivalent aujourd'hui des insultes sur TikTok, voilà, où ça traite les mamans très mal et ce genre de choses. Alors, on était à ce niveau-là, en fait. Hein, bon, c'est quoi les moyens de lutte? Alors, les moyens de lutte, par exemple, c'est ici. Ça va être la vulgarisation et l'éducation populaire. Pourquoi? Parce que quand il y a des équipes dirigeantes qui font n'importe quoi, on manipule quand même vachement moins facilement une population qui sait ce qu'on est en train de lui raconter, et qui sait qu'on est en train de lui raconter des trucs. Donc quand on vulgarise la science, on donne des armes. Quand on fait de l'éducation populaire, notamment l'éducation à l'esprit critique, on donne des armes, et ça évite que les gens ils partent à la guerre avec une fourchette. Ça leur garantit pas de revenir vivants, mais quand même ça augmente les chances. Encore une fois, ça va être le progrès scientifique envers et contre tout. Il y avait plein de gens qui avaient super peur des vaccins avec les technologies ARN. Au début, si vous ne savez pas c'est quoi l'ARN, qu'on ne vous a jamais expliqué ce que c'était, et que c'est tout nouveau, et que vous ne savez pas comment ça fonctionne, le test des vaccins par exemple, vous ne savez pas ce que c'est, vous ne savez pas si c'est fiable, vous ne savez pas. N'empêche qu'au bout d'un moment, quand on a des trucs qui sortent et des trucs qui marchent, en fait, tout simplement, encore une fois, le progrès avance. À l'heure actuelle, un des gros progrès qu'il pourrait y avoir au niveau des vaccins ARN, ce serait un vaccin pour remplacer celui de la tuberculose, qui est un vaccin qui n'a jamais très bien fonctionné. Déjà parce qu'il évite souvent beaucoup de formes graves, mais il n'évite pas forcément de développer des formes quand même et de les contaminer, qui est un problème parce que c'est quand même une maladie très contagieuse. Et surtout, c'est un vaccin sur lequel il y a un pourcentage énorme par rapport aux autres de non-répondants, c'est-à-dire des gens qui tout simplement ne vont jamais développer d'immunité. Et on ne sait pas pourquoi. C'est probablement génétique parce que souvent quand il y a un non-répondant dans une famille, il y en a plusieurs. Ce qui pose aussi des problèmes sur le côté épidémique du coup, parce que vous avez des clusters de gens qui ne sont pas répondants. Donc voilà, donc on attend un nouveau comme ça. Il y en a qui sont en test actuellement. On espère vraiment en avoir un dans pas très longtemps et ce serait rudement bien parce que la tuberculose aussi elle revient en force. Le nettoyage interne sans pitié, ceux qui étaient hier à ma conférence sur la fraude scientifique savent qu'au niveau sans pitié, je suis votre homme. Ah non, on ne va pas pouvoir se permettre d'avoir des fraudeurs parmi les chercheurs alors que déjà il va falloir qu'on se serre les coudes. Donc, on va tirer à vue sur tous ceux qui font n'importe quoi, jusqu'à ce que ça soit clair. Et puis là, on a un problème, c'est que c'est la fuite des cerveaux, pour aller où? Parce que là, bon, à part en Antarctique, sur les îles où il y a que des pingouins, et encore même eux, ils se font taxer a priori, donc c'est n'importe quoi.
Donc là, j'avoue qu'on commence à être limité, et c'est là qu'on se dit, voilà, il va quand même falloir adresser les problèmes là où ils sont, parce que, voilà, à part éventuellement la Lune ou des trucs comme ça, il n'existe plus nulle part où fuir, donc il va vraiment falloir qu'on s'attelle aux problèmes. Bon, petit mot de la fin, je suis désolée de vous avoir tout déprimé comme ça, mais du coup, comme j'aime pas déprimer les gens pour rien, parce qu'en plus, là on va avoir besoin de se retrousser les manches et de passer à l'action, et à tout déprimer, c'est pas l'action, je vais du coup vous citer une de mes très grandes chercheuses absolument préférées. C'est absolument pas parce que je l'ai rencontrée que je suis une grosse fangirl, non, ça n'a rien à voir. Et qui est quelqu'un d'extrêmement pragmatique, et qui disait, il faut avoir de l'espoir, parce que c'est toute la seule option qu'on a. Donc de toute façon, on n'a pas d'autre choix, donc on va avoir de l'espoir et on va bosser dans le sens de cet espoir, parce que de toute façon, on n'a pas d'autre option. Voilà, j'aime bien, c'est un côté très pragmatique. Bon, je vais vous le faire un petit peu plus poétique quand même, parce qu'il faut un petit peu des lancements lyriques pour motiver les troupes. Et je disais à un moment donné, et ça c'est pour le coup c'est de moi, mais c'est moi et mes abonnés à l'époque l'avaient beaucoup aimé, donc ça les avait beaucoup motivés, donc je vais vous le sortir, parce que si ça marchait sur eux, pourquoi pas, c'était mon épisode pilote, maintenant on fait la vraie étude. La science est née de ce que la curiosité de l'humain est plus grande que sa peur. Et s'il peut la balayer quand il cède à la peur, il est, je crois, impossible de venir à bout de la curiosité de notre espèce. On est la seule espèce qui un jour fera sauter sa lune juste pour voir ce que ça fait. La science est née au milieu des croyances, au milieu d'un monde incompréhensible et terrifiant, comme la seule arme que l'humain ait trouvé à opposer au monde. Faut être honnête, au début, quand vous êtes un homme des cavernes, le monde il fait flipper sa mère. La science est le fruit des ténèbres, une maigre chandelle, mais la seule que nous ayons. Elle se renaîtra de l'obscurité si nous l'y renvoyons.